tout jeune homme de ma communauté est mon frère, toute jeune fille de ma communauté est ma sœur. Vous voyez, c'est en fait comme ça que ça passe. Dans la propagande, ce genre de détails, c'est une aubaine. Parce que le temps que vous essayez d'expliquer ce que je viens d'expliquer là, ça à l'échelle de la communauté, patati et patata, 1 million de personnes auront déjà intégré dans leur esprit que en Afrique, les rois épousent leurs sœurs, ils pratiquent l'inceste. Point. Alors qu'une fois de plus, c'est faux. Mais l'objectif, c'est de diaboliser l'ennemi. Si vous appréciez ce que nous faisons, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Une autre façon de participer au développement de la chaîne est de faire un don via les liens en description. Nous vous invitons à regarder en description pour avoir accès à la documentation utilisée pour cette vidéo. Au Teb la famille, il y a quelques temps, nous avons publié une vidéo sur... En fait, c'est même une série de vidéos qui révèlent un certain nombre de choses. Et donc, ces vidéos qui ont fait plus ou moins parler ont eu un résultat que j'ai trouvé assez intéressant. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont estimé en fait que ce qui était dit ne pouvait pas être vrai. Alors, cette vidéo, ce n'est pas pour répondre à ces gens-là. Ce sont juste des personnes qui ont inspiré cette vidéo, qui a pour but d'expliquer la propagande. En fait, comment est-ce qu'on pousse des gens à penser qu'il y a un truc qui n'est totalement pas la vérité, mais qui pour eux deviennent une vérité absolue. Voilà. Donc ici, on va parler de propagande, comment ça se passe, comment ça marche et etc. On pourrait penser que toute prise de parole en public, toute cérémonie ou que toute manifestation artistique est une entreprise de propagande. Oui, parce que, par exemple, il y a certaines personnes qui sont venues en commentaire dire « Vous faites de la propagande ». On pourrait penser que toute réalisation artistique, c'est de la propagande. Mais c'est faux. Il y a toujours une forme d'influence politique, une transformation des idées du public, certes, c'est vrai. Mais pour qu'on puisse vraiment parler de propagande, il faut la volonté d'asservir, de dominer, cette volonté d'organisation des comportements au service du pouvoir. Par exemple, la diabolisation de l'ennemi, la falsification de l'histoire et une mise en scène faite au service du pouvoir. On connaît très bien ça aujourd'hui, les mises en scène faites au service du pouvoir. Et sur cette chaîne, je pense qu'on a déjà suffisamment dénoncé certains mensonges historiques, certaines falsifications qui ont été faites et qui continuent toujours d'être propagées. Encore plus maintenant même que les vérités ne font que sortir. On touche là à ce qui fait le cœur de la propagande, son essence. Pour qu'il y ait propagande, il faut qu'il y ait des moyens. C'est pour ça que c'est plus juste de parler de système de propagande. Il faut une organisation pour que la propagande puisse agir sur toute une population. On est d'accord là-dessus. Si on doit définir la propagande, on dira que c'est un ensemble de stratégies, de moyens, d'outils ou un système d'organisation qui vise à transformer les idées, qui vise à transformer des comportements et qui vise à transformer les représentations d'une population. Nous sommes donc dans le cœur de ça ici. J'espère que là, vous comprenez mieux. Lorsque une personne pense que parce qu'elle est X ou Y, elle mérite X ou Y, ça relève forcément de la propagande. Du moins pas une personne. Lorsqu'une population, et en l'occurrence ici la population occidentale caucasienne, point, voilà. La propagande est donc un projet de manœuvre des psychologies collectives, c'est clair là-dessus. La majorité des techniques de propagande qui ont été utilisées et qui sont même d'ailleurs toujours utilisées, peuvent se regrouper en 5 grandes catégories. Grand 1, c'est façonner les esprits, littéralement, mouler les esprits. Pour avoir une propagande efficace, il faut avoir une idéologie puissante. C'est impossible de le faire sans. Clair, c'est techniquement impossible. Les techniques de propagande reposent sur une doctrine, sur un ouvrage fondateur, sur des écrits, sur des paroles, sur un idéal d'hommes et de femmes qui représente le monde meilleur qu'on doit faire venir à nous et qui représente les moyens d'atteindre ce monde meilleur là. On peut dire par exemple dans un livre qu'on aura totalement créé de manière fictive que l'homme idéal doit être humble, travailleur, il doit suivre une ligne politique choisie, même si il pense le contraire, toujours être d'accord avec le gouvernement, donc il doit être capable de se remettre en question. Voilà.
On dira aussi dans notre livre imaginaire qu'une femme parfaite peut être celle-là qui empêche son époux de dévier du droit chemin. Elle doit être fidèle. Elle ne doit pas vivre pour elle, mais pour Dieu et la nation. Son objectif sera d'éduquer un foyer fort soudé, loin de toute différence et de tout mélange culturel. Rien qu'avec cette petite phrase qu'on vient d'inventer, ce qu'on vient de créer, de par cette description de ce que doit être une femme idéale, elle sera xénophobe. Oui, cette femme sera automatiquement xénophobe, même si elle n'en est pas consciente. Parce qu'on lui a demandé que pour être une femme idéale, il faudrait qu'elle soit loin de toute différenciation culturelle. Donc rassurez-vous, elle n'épousera jamais un homme qui soit d'une culture différente à la sienne. Parce que si elle le fait, ça fait d'elle une femme qui n'est pas idéale. Donc c'est comme ça en fait que l'on crée, que l'on commence à façonner les esprits doucement et que l'on pense que ce sont nos choix, nos vies, notre manière de faire, alors que pas du tout. On vous a façonné, on vous a littéralement créé une personnalité, créé une façon de penser. Prendre le temps de poser en fait sur papier. Vous prenez le temps, un temps que vous avez, de poser sur papier quel est pour vous un homme idéal, une femme idéale dans la société. Et ce sera un bon exercice pour comprendre comment est-ce qu'on nous manipule. En plus, c'est toujours intéressant de le faire avec d'autres personnes. C'est toujours intéressant de savoir à quel point est-ce que nous sommes influencés, parce que oui, nous sommes influencés. Dans votre idéal d'homme et de femme que vous allez mettre, il y a beaucoup de propagande, beaucoup d'acquis que l'on pense que ça vient de nous, alors que non, ça ne vient pas du tout de nous. Et quand vous allez donc le faire et que vous allez comparer en fonction de votre milieu social, en fonction de votre situation sociale, tout ça là, vous allez voir à la fois à quel point on peut être différent, mais aussi à quel point on peut être similaire. En fonction évidemment de la société dans laquelle on vit, en fonction de la propagande que ces sociétés-là ont fait dans nos esprits. À haute dose, l'idéologie est un poison. Si vous passez votre temps à fantasmer sur un monde meilleur, un monde qui ne pourrait arriver que lorsque les gentils, vous en l'occurrence, auront triomphé des méchants, les autres, comme par exemple ce que nous promet la Bible et le Coran avec leurs histoires de paradis là, vous êtes en train de sacrifier des ressources que vous auriez pu mettre à l'amélioration de votre condition actuelle. C'est-à-dire, au lieu de courir vers des trucs irréalistes, ces énergies-là que vous déployez pour aller à l'église et tout ça là, ce sont des moyens, des ressources que vous pourrez mettre à votre disposition, à la disposition réelle de votre communauté pour pouvoir donner quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est aussi pour ça que je répète que nous devons agir au quotidien dans la communauté pour que les choses aillent mieux et non pas attendre un prophète qui viendra tout régler pour nous. Parce que justement, c'est ça le problème que je trouve avec le fait que tout le monde crie c'est l'ère du verseau, c'est l'ère du verseau. Tout le monde va crier c'est l'ère du verseau et les gens vont se dire bah comme c'est l'ère du verseau, tous ceux qui veulent détruire le peuple, nous en fait ils vont tous disparaître et puis une fois partis, nous serons tranquilles. Ça revient à laisser dans nos esprits que maintenant, on ne doit rien faire ou on a besoin de rien faire de particulier parce que le cosmos va s'en charger. Le cosmos va se charger d'éliminer tous ceux qui nous dérangent. C'est-à-dire nous les gentils contre eux les méchants et donc bam, pas un jeu de passe-passe cosmique, on fera en sorte que les choses changent. Non, le cosmos fera en sorte que les choses changent. Et c'est faux, parce que c'est gaspiller de l'énergie que vous auriez pu mettre dans le combat. Lorsque les personnes s'arrêtent et disent non, l'ère du verseau, les choses vont faire, les choses vont Y, et eux, ils restent tranquilles, bah c'est débile. Parce que si on ne fait rien, les choses vont continuer d'être comme elles sont. C'est évident. De toute façon, rien n'est immuable, rien n'est figé. Il n'y a pas de destin que peu importe ce que vous faites, ça va arriver. Ça n'existe pas. Comprenons ça tout simplement. Vous pouvez écrire votre vision du monde et partager ça aux autres. Un peu comme ce que nous faisons actuellement. Mais la différence entre votre partage de conviction et le moment où ça devient une propagande, c'est la quantité de personnes que ça touche. Lorsque là, nous sommes 30 000 abonnés sur la chaîne, lorsqu'on parle, on partage nos idées, nos avis, l'histoire et tout ça là, c'est de la vérité historique, bon, de toute façon. Mais si, admettons qu'on veut y faire de la propagande, admettons-le, on veut faire de la propagande comme quoi les cafards sont les véritables dieux de la planète, tu vois. Et maintenant, quelle est la différence entre le moment où nous, pensez qu'Amit, on va commencer à partager le fait que les cafards sont les véritables dieux de la planète en mettant les arguments sur la table, en les enchaîner et tout ça là, et le moment où ça va devenir une propagande, c'est la quantité de personnes que le message va toucher.
C'est simplement une question d'échelle. Si ça touche 30 000 personnes, ce n'est pas une propagande. Quand ça va toucher 30 millions de personnes, c'est-à-dire à l'échelle d'une population, là, ça va devenir une propagande. C'est une question d'échelle, c'est une question de moyens mis en œuvre pour rendre l'idéologie omniprésente et indiscutable. Quand durant une époque, durant une période historique, dans certains endroits du monde, tout le monde, les gens de la population ayant une couleur de peau différente à d'autres, devaient se prémunir du code noir pour s'en servir et pour savoir comment agir avec les noirs, et que c'était pratiquement institutionnalisé, que tout le monde devait l'avoir. Là, vous voyez qu'il y a une volonté réelle de domination et une propagande à grande échelle sur comment sont les noirs, comment ils se comportent, comment ils font X, comment ils font Y, qui ne reflète absolument pas la réalité, qui est totalement faux à tous les niveaux, mais il y a une volonté de domination et de suppression d'une population. Donc, propagande intervient. Il faut que l'idéologie soit partout, qu'elle sature l'esprit, les sens, l'espace, les champs de vision, jusqu'à devenir l'unique horizon de toute une population. Comme l'esclavage est devenu l'unique horizon de toute une population, de plusieurs populations même. La colonisation est devenue l'unique horizon de toute une population. Le lynchage des Noirs, c'est devenu l'horizon de toute une population. C'était partout, ça se voyait, c'était présent, ça étouffait leur manière de réfléchir. Et jusqu'à présent, ça continue. Quand dans les années 30, par exemple, en France, on expliquait, ou en Occident même en général, on expliquait dans des manuels d'histoire, dans des manuels scolaires, que les Africains sont inférieurs. C'était pour que cette idéologie soit présente dans la vie de ces jeunes enfants qui sont aujourd'hui vieux. Certains morts, mais c'est pas ça la question. Quand ils faisaient des os humains avec des noirs qu'on a kidnappés puis qu'ils sont venus mettre dans des cages, c'était pour ancrer dans leurs esprits, dans l'esprit de leurs enfants, le côté bestial de l'homme noir. Quand ils disaient de l'Africain qu'il aime le sexe, n'a pas d'histoire, c'était pour lui donner une description animale primitive, parce qu'il ne fallait pas que les jeunes enfants blancs pensent qu'ils sont en train de faire du mal à des humains. Parce que quand ils font du mal à des noirs, ils ne sont pas en train de faire du mal à des humains. Non, ils font du mal à des trucs qui ressemblent à des humains, mais qui ne le sont pas tout à fait. Pour eux, dans leurs esprits, en fait, ils sont en train d'aider des animaux à devenir humains, un peu humains, sachant qu'ils ne pourront jamais l'être complètement. Ils doivent avoir envers les noirs la même sympathie qu'on peut avoir pour notre animal domestique. Un chat, un chien, peu importe l'animal domestique que vous pouvez avoir. De bons petits toutous bien dressés, incapables d'émettre une réflexion et qui vit pour vous, qui vit par vous et que sans vous, il n'a pas besoin de vivre. C'est en fait ce qu'on voulait mettre dans l'esprit des jeunes enfants à l'époque là. Et donc, ça continue. Racisme systémique. Leur population continue de penser que l'Afrique ne peut rien faire, à poser des questions débiles comme quoi. Pourquoi est-ce que l'Afrique ne s'est pas développée depuis? C'est-à-dire, je prends des trucs chez toi et je m'étonne qu'à chaque fois que j'arrive chez toi, tu n'as pas de nourriture. Alors que je vole ta nourriture. C'est en fait exactement ça. Et toujours cette mauvaise foi criade, ce manque de considération pour l'humain. Bref, on connaît la chanson. On continue avec le grand 2, diaboliser l'ennemi. Une fois de plus, je pense qu'on maîtrise assez bien le sujet. Les techniques de diabolisation de l'autre sont par nature malsaines. Ça, on le sait, ça, on l'a vu, ça, on l'a vécu. Vous pouvez par exemple prendre des informations peu flatteuses sur votre adversaire pour pouvoir l'affaiblir. Ces caucasiens, par exemple, qui disent être venus nous enseigner la civilisation, sont ces mêmes gens qui ont brûlé des centaines de milliers de femmes, les traitant de sorcières, parce qu'elles ont eu le malheur de soigner des personnes malades à l'aide des plantes. Donc, votre mari est malade, votre enfant est malade, vous le soignez à l'aide des plantes, on vous traite de sorcière, on vous brûle. Et ces gens disent qu'ils sont venus nous apporter à nous, la civilisation. Bon, les informations peu flatteuses sur les caucasiens, ce n'est pas difficile à trouver. Honnêtement, c'est pas difficile à trouver. On n'a même pas besoin de chercher ou de mentir en fait. On n'a pas besoin de mentir pour ça. Il y en a tellement, vu qu'ils ont toujours agi de façon très bestiale, comme des monstres dans l'histoire. Je pense que la difficulté n'est pas là. Le plus dur même en réalité, c'est de chercher le positif. Voilà, la difficulté c'est pas de chercher les trucs négatifs qu'ils ont fait, c'est de chercher les trucs positifs. Dans leur histoire vraiment, ça me dépasse. Bref, juste pour vous dire que là c'est facile. Ce n'est pas un bon exemple. Faudrait que je trouve un autre exemple.
Ok, disons par exemple qu'ils viendront dire que les rois africains pratiquaient l'inceste. Voilà. Alors qu'une fois de plus, c'est faux. C'est un fait de leur culture. Pensant que quand nous on dit que notre femme, la femme qu'on a épousée, c'est notre sœur, c'est au sens littéral, alors que c'est faux, c'est pas au sens littéral. Parfois même, ils savent que ce n'est pas au sens littéral, mais ils font exprès de mentir tout de même, parce que comme j'ai dit, le principe c'est de prendre quelque chose de peu flatteur et de ressortir le trait peu flatteur. Bon, là j'ai pris un cas de figure qui n'est pas vrai, parce que il n'y a pas de cas de figure vrai qui me soit venu à l'esprit, mais continuons avec le cas de truc de les rois épousaient leur sœur là. En fait, en Afrique, quand on parle de sœur, c'est à l'échelle de la communauté. Tout comme tout papa de ma communauté est mon père, toute maman de ma communauté est ma mère, tout jeune homme de ma communauté est mon frère, toute jeune fille de ma communauté est ma sœur. Vous voyez, c'est en fait comme ça que ça passe. Dans la propagande, ce genre de détails, c'est une aubaine. Parce que le temps que vous essayez d'expliquer ce que je viens d'expliquer là, c'est à l'échelle de la communauté, patati et patata, 1 million de personnes auront déjà intégré dans leur esprit que en Afrique, les rois épousent leurs sœurs, ils pratiquent l'inceste. Point. Alors qu'une fois de plus, c'est faux. Mais l'objectif, c'est de diaboliser l'ennemi. Les Américains sont arrivés à un tel niveau dans l'art de la propagande que cette technique de fouiller dans le passé de l'adversaire politique pour prendre des informations peu flatteuses est même institutionnalisée. Il y a carrément des entreprises, et oui c'est vrai, des entreprises qui sont chargées de collecter des informations sur des politiques, des hommes et des femmes de la politique. Et en effet, pour eux, c'est beaucoup mieux de dépenser beaucoup d'argent pour discréditer leurs adversaires. Parce que c'est beaucoup plus rentable et que la discussion, on ne veut pas l'avoir avec l'ennemi. Vu que je ne veux pas avoir une discussion avec toi, je te discrédite, je te diabolise et puis voilà. Et aussi parce que le public est attiré par les scandales. Nous tous on le sait, tout le monde est attiré par le scandale. Et que quand il y a scandale sur un homme politique, forcément ça va influencer durant les choix des élections. Là où la propagande montre toute son efficacité, c'est quand le pouvoir arrive à diaboliser un adversaire sans que celui-ci ne puisse répondre. Durant la mise en esclavage des hommes africains libres et durant la colonisation, il était impossible pour nous, pour les Africains, pour les Noirs à travers le monde, de répondre. C'est comme ça que l'Occident a entretenu une détestation des Noirs sans permettre à aucun d'entre nous de se défendre et sans permettre aucun contre-discours, aucun discours qui allait à l'opposition de ce que voulait la propagande. Parce que oui, la propagande, c'est forcément un fait du pouvoir en place. Donc, quand les gens disent que nous on fait de la propagande, je rigole. Les gens qui font de la propagande, c'est l'Occident. Les gens qui font de la propagande, c'est le monde arabe. Les gens qui font de la propagande, c'est le monde asiatique, la Chine et tout ça là. L'Afrique n'a pas encore les moyens de faire de la propagande. On n'a pas les moyens. Grand 3, désinformer ou encore la désinformation. Voilà, la désinformation. Est-ce que c'est encore nécessaire que j'explique ou que je raconte les centaines de milliers de couches de mensonges sur l'Afrique et sur les Africains et sur les Noirs même en général? Tous ces mensonges qui sont passés dans les médias, qui passent dans des écoles depuis ces derniers siècles. Est-ce que c'est même nécessaire? C'est tellement dense que je suis même sûr que eux-mêmes ne savent même plus tous les mensonges qu'ils ont dit tellement c'est dense. Même le nom Afrique ne provient pas de l'Afrique. Prenons un cas marquant, celui de la Libye de Kadhafi. On connaît tous l'histoire. C'est sorti maintenant. D'un jour à l'autre, Kadhafi est devenu le dictateur absolument ignoble, en plus communiste, qu'il fallait à tout prix abattre pour le bien de la pauvre population libyenne maltraitée. Au point où même une partie de la population s'est rebellée contre leurs dirigeants qui mettaient tout en œuvre pour sortir le pays de la pauvreté, qui mettaient tout en œuvre pour qu'il y ait une réelle décolonisation de leur pays, de la Libye. Ça veut dire qu'ils soient réellement libres et qui avait pour objectif de grandement augmenter le niveau de vie de la population libyenne. Mais une partie de la population s'est quand même rebellée contre lui. Les fausses nouvelles générées par les médias, et c'est ça qui est très vicieux, sont générées et sont ensuite diffusées gratuitement par vous et moi et par tout le monde. C'est en fait comme ça que ça marche. C'est-à-dire, il y a des gens qui arrivent et font des trucs. Ils n'ont qu'à faire vraiment
un petit truc scandaleux, il publie, et puis tout le monde va partager. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Est-ce que tu as entendu parler de ça? C'est comme ça que ça marche. C'est vraiment dommage, mais c'est une technique de propagande. En grand 4, nous avons la suppression de l'opposition. Il faut supprimer l'opposition. Il existe une quantité difficilement chiffrable de livres, de productions en général, qui ont été tués sans même avoir été édités et ou publiés, car ces œuvres n'allaient pas dans le sens de l'idéologie que véhiculent les élites et leurs intellectuels. Il n'est en rien question de justice et de liberté d'expression ou de liberté de conscience, et encore moins même de vérité. La seule chose qui compte durant la suppression de l'opposition, c'est que les gens ne soient jamais confrontés à l'idée qui leur fera se poser des questions. On revient encore à la vidéo qu'on a fait concernant la famille anglaise et les Noirs d'Europe. En fait, les gens tous ces gens qui insultent là, qui veulent que la vidéo soit supprimée, qui signalent la vidéo et tout, leur objectif c'est que nous ne soyons jamais en réalité au contact de ces informations-là, au point de nous poser des questions de mais est-ce que ça ne peut pas être vrai? Voilà en fait l'objectif de la suppression de l'opposition. Le but c'est que vous ne soyez jamais capable de réfléchir. C'est que vous ne soyez jamais capable d'utiliser votre cerveau. Et c'est pour ça que... Et ça marche, c'est pour ça que beaucoup de ces gens qui sont venus s'énerver en commentaire venaient avec le truc de « mais vous n'exagérez pas, mais vous en faites trop, mais vous êtes... c'est quoi encore le terme vous avez un complexe d'infériorité, vous êtes... » Bref, ils tentent toujours de se moquer, d'insulter, de rabaisser ce que nous sommes en train de faire. Mais ils savent. C'est une fois de plus parce que soit ils savent, soit ils sont sous l'influence de la propagande de leur population. Continuons du moins de leurs élites, pas de leur population, de leurs élites. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. C'est pour ça qu'on s'énerve face à des idées qui opposent ce que l'on pensait vrai. C'est pour ça que les gens s'énervent quand on leur dit que Jésus n'a jamais existé, que Allah ne viendra sauver personne et que c'est totalement débile d'apprendre l'arabe alors que vous avez vos langues que vous ne maîtrisez pas. Ils s'énervent. C'est exactement la raison là-bas. Quand on explique dans une vidéo que la famille royale d'aujourd'hui, la famille royale anglaise aujourd'hui, les Windsor, ont remplacé ceux qu'il y avait avant les Stuarts, qui étaient noirs, et qui les ont massacrés, une partie a envoyé une autre partie en esclavage, les gens s'énervent quand on explique que l'Europe est un continent noir et qu'il y a eu un nettoyage ethnique littéralement dessus. Les gens s'énervent parce que ça va à l'encontre de ce qu'on leur a enseigné depuis qu'ils sont petits. Et c'est ça, ce sont les idées qui sont en opposition avec celles de la classe dominante. Et donc, qui domine entre les idées que l'on partage sur cette chaîne par exemple et les idées que les médias partagent? On est d'accord que ce n'est pas nous. La propagande vient donc de qui? La propagande viendrait donc de qui? Si la propagande ne vient pas de nous, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas l'audience, parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a même pas la population, et que d'un autre côté, ils ont les moyens, ils ont la population, ils ont l'audience, ils ont même les institutions, de qui vient la propagande? À quel niveau est-ce que vous devez vous poser des questions? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le résultat maintenant, c'est que beaucoup de personnes sont énervées en commentaire, beaucoup de personnes nous insultent, nous menacent. Bref, dans ce régime totalitaire faussement masqué en démocratie, ce ne sont pas les simples idées, ou ce ne sont pas simplement les idées que l'on veut détruire, mais c'est aussi les personnes qui portent ces idées. C'est pour ça qu'il fallait tuer Malcolm X. C'est pour ça qu'il fallait tuer Patrice Lumumba. C'est pour ça qu'il fallait tuer Umniobé. C'est pour ça qu'il fallait tuer Sylvanus Olympio. Et des dizaines d'autres. C'est pour ça qu'il fallait les tuer. Parce que le but, c'est de pouvoir effacer, c'est de pouvoir retirer les personnes qui portent les idées. C'est pour ça qu'actuellement, Doumbia Fakoli a des difficultés. Parce qu'on ne veut pas seulement détruire ses idées, on veut détruire la personne qui porte les idées. Et c'est une technique de propagande. C'est une technique de propagande. Et ça a toujours été une technique de propagande, supprimer l'opposition. Et en tant que technique de propagande, comme toutes les autres techniques de propagande qui existent, ça influence les gens. Ça influence beaucoup les gens. Grand 5.
dissoudre l'individu. C'est-à-dire l'individu ne doit plus exister. Quels que soient les individus qui composent une foule, quels que soient les semblables ou les dissemblables, les ressemblances en fait, qu'ils peuvent avoir, que ce soit leur vie, leurs occupations, leur intelligence, leur caractère, ou simplement le fait qu'ils soient présents, le fait qu'ils soient transformés en foule, le fait qu'ils fassent partie d'une masse, fait en sorte qu'ils possèdent une même âme, une âme collective en fait, qui leur fait penser et agir d'une façon totalement différente que s'ils étaient seuls. Évidemment, ça leur fait penser et agir tous de la même façon dans le groupe. Dans une foule, tout sentiment et tout acte est contagieux. Si la foule est énervée, vous serez énervé. Si la foule est joyeuse, vous serez joyeux. Quand vous êtes à un concert, vous pouvez être joyeux, si tout se passe bien évidemment. Vous pouvez être joyeux alors qu'à la base, vous ne vouliez même pas être là et ainsi de suite. Et puis dans une émeute, vous pouvez vous retrouver énervé en train de casser des trucs alors que tu dis mais à la base, moi je sortais acheter du pain. Pourquoi est-ce que je me retrouve en train de casser des magasins moi? Bref, c'est ça le but. Dans une foule, le sentiment et les actes sont contagieux. Et dites-vous que c'est contagieux même au point où une personne peut facilement sacrifier son intérêt personnel au profit de celle de la foule et de l'intérêt collectif en fait. Et vous ne l'imaginez pas peut-être, mais c'est contre-naturel. Si je vous mets là dans une pièce, je vous fais vous asseoir, je mets une personne devant vous, j'ai une arme à feu à main et je vous pose la question de savoir, je vous tue ou je tue cette personne? Vous allez dire je tue cette personne. Et je tue la personne, je pose une autre personne devant vous et je pose la même question. Si je fais ça à 10 personnes, vous allez dire 10 fois que je tue l'autre personne. Donc il va y avoir 10 cadavres au sol là. C'est pour vous montrer à quel point c'est contre-intuitif. Alors que si vous faites partie d'une foule, d'une communauté, et qu'il faut que vous mouriez pour la communauté, pour que la communauté puisse prospérer, vous allez le faire et en vous sentant fier. Vous allez le faire avec honneur. C'est pour ça qu'on ne peut rien attendre des gentilles personnes qui font partie de la société et de la civilisation de nos oppresseurs. Parce que au moment décisif où il faudra choisir entre leur individualité et leur groupe, il y a de grandes chances que le groupe prime. C'est ce qui a d'ailleurs permis à l'esclavage et à la colonisation de prospérer. Tous n'étaient pas racistes, tous n'étaient pas anti-noirs, tous ne pensaient pas que les noirs ne sont pas humains. Mais tous ont quand même participé d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que même dans le combat que nous sommes en train de mener, les personnes les plus dangereuses, ce sont ces Africains chrétiens et ces Africains musulmans. Ils se sentiront toujours plus arabes qu'africains, plus proches de Jésus pour les chrétiens que de leurs ancêtres, plus proches de Allah pour les musulmans et du monde arabe pour les musulmans que de leur culture. Ils vont préférer se mouler dans le groupe qui est contre l'Afrique, parce que pour eux, ils sont plus de ces gens-là que de l'Afrique. Je reprends malheureusement l'exemple que nous vivons actuellement, c'est ce qui arrive au doyen Doumbi Fakoli. C'est-à-dire, il y a des gens actuellement que, comme ils se sentent plus musulmans, plus de la culture arabe que africaine, ils s'octroient l'énergie, la force, le courage de pouvoir empêcher une personne de leur fraternité, c'est-à-dire de leur peuple, qui se bat pour leur peuple, au même titre que eux peuvent se battre pour leur peuple, en prison tout simplement parce qu'il dit quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Il est une gêne pour la propagande arabe. Et c'est en fait ça le problème. C'est-à-dire au moment décisif où il faudra par exemple leur dire ok, il faut qu'on détruise la pierre de Kaaba ou alors que l'on fasse une frappe sur le Vatican. Les Africains chrétiens et les Africains musulmans vont dire non. Non, pas du tout. Ça représente leur culture. C'est en fait ça que je veux faire comprendre ici. Alors, j'espère que vous avez compris comment ça marche. J'espère que vous pourriez développer des tactiques pour vous en sortir en fait de toutes ces propagandes. C'est extrêmement dur, c'est pratiquement impossible même. Mais bon, il faudrait qu'on puisse le faire, sinon personne ne le fera à notre place. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Otep!